Merci Catherine Cocchio, merci de m'accueillir dans cette journée d'hommage. J'aimerais tant, en une sorte de dernière conversation, apprendre de Lefort ce que c'est le politique et pourquoi il nous requiert. Mais c'est à moi seul désormais de me l'enseigner si j'en suis capable. C'est sous le signe du deuil de l'ami disparu et de la solitude intellectuelle auquel sa mort le condamne que Pachet a placé son dernier texte, L'âme bridée. Une véritable enquête journalistique, littéraire, philosophique sur la Chine d'aujourd'hui, sur le pouvoir totalitaire, la manière dont il écrase les libertés et compresse l'âme humaine, mais aussi sur les résistances que cette oppression ne peut manquer de sécréter dans toute l'étendue de la société jusqu'au cœur des consciences et des émotions individuelles. Mais une enquête en forme de tombeau aussi. À l'instar de Montaigne après la mort inopinée de son ami, la Boétie, faisant de cette amitié même la garantie de l'exploration qu'il mène dans les essais, ayant d'ailleurs un temps imaginé de placer le discours de la servitude volontaire au cœur des essais, Pachet s'adresse à Lefort comme à celui qui est mort trop tôt, avant les dernières révolutions arabes notamment, et dont l'itinéraire et la pensée, plus l'image même qu'il conserve de lui, doit lui permettre de trouver l'audace et l'énergie de mener à bien la tâche qu'il s'est fixée, une tâche difficile et même démesurée. Car il ne s'agit pas seulement pour lui de démonter les représentations frauduleuses et paresseuses qui sont les nôtres aujourd'hui sur la Chine, régime autoritaire, capitalisme d'État, nouvelle puissance, et qui sont toutes marquées par un oubli ou un déni du politique. Non, bien plus qu'une critique du discours dominant, bien plus encore qu'une exploration au cœur de la société chinoise, dans ce que Lefort appelait la chair du social, c'est d'abord et avant tout un combat que livre là Pachet, un combat dont il dit à plusieurs reprises qu'il est une épreuve. Ce régime me menace, moi, personnellement, écrit-il. Il restreint la liberté intérieure de mes amis chinois et sa puissance. Qui dit qu'elle ne va pas faire école et s'étendre ? En se plongeant dans tous les récits des écrivains dissidents, en visitant les artistes, en s'intéressant au combat des pétitionnaires, en scrutant le travail des avocats qui résistent aux expropriations, Pachet cherche grâce à eux et à travers eux à faire surgir quelque chose qui se dissimule, qui est en partie invisible alors que sa puissance est tentaculaire. Elle compte 80 millions d'âmes et des milliers d'agents et d'organes de surveillance. Cette chose, c'est le parti totalitaire, le tyran totalitaire, l'organisation. Un tyran d'un nouveau genre, impersonnel et collectif, que la pensée de Lefort, avec ses notions d'incorporation, de peuple un, d'indivision, permet de déchiffrer à nouveau frais, un tyran dont l'emprise sur la société s'est sans doute desserrée depuis que son modèle en Ur s'est effondré et qu'il a probablement tiré de cet effondrement des leçons pour sa propre survie, mais un tyran toujours existant qui cherche à dissimuler sa véritable nature et qu'il faut révéler de manière presque photographique comme le négatif de toutes les luttes pour les libertés qui cherchent et prennent essor et le menacent. Un peu comme le héros du récit de Nabokov, L'extermination des tyrans, qui met en scène une lutte à mort en pensée entre un individu et le tyran qui l'obsède, Pachet tente, dans une lutte qui lui est devenue, il le dit à plusieurs reprises, vitale, de venir à bout du tyran, de lutter et d'anticiper sa fin, car nous gagnons un peu plus de vie, soutient-il, quand meurent les tyrans. Je voudrais vivre l'effritement du pouvoir qui tient la Chine captive, c'est une course de vitesse entre le parti et le temps, et il ajoute de manière un peu énigmatique, l'avenir politique et social de la Chine est aussi le nôtre, et celui de ceux qui nous suivront. Non, c'est trop dire. C'est plutôt que personnellement, j'y joue ma vie, que ma vie s'y joue. Je voudrais assez rapidement prendre le temps de déplier la manière dont ce combat de Pachet, ce combat philosophique et politique contre la tyrannie, contre un tyran qui est au-dehors de nous, mais aussi contre le tyrannique qui est en nous, s'est mis en place dans l'œuvre de Pachet. Dans un dialogue incessant avec l'œuvre de Lefort, dont il s'est nourri, dont il n'a cessé de reformuler la pensée, la reformulation, c'est un des textes qu'il a consacrés à Lefort notamment, avec audace et originalité. Mais je crois qu'à un moment donné, Pachet, tout soucieux soit-il de se placer dans les pas de Lefort comme un élève et un disciple, hâte mener sa barque. Et c'est ce moment d'émancipation, si je puis dire, que je voudrais essayer de suivre dans le dialogue même. En prenant 3 moments très rapidement. Un premier moment où entre Baudelaire et Lefort, Pachet interroge la dimension anarchique et tyrannique de la société des égaux. Un second moment entre Michaud et Lefort, où Pachet fait de l'espace intérieur de l'individu le ressort du politique. Et un troisième moment, enfin, où avec Lefort en Chine, il cherche dans l'âme ce qui résiste à la disparition du politique.
La conspiration d'abord, premier moment politique me semble-t-il. C'est dans le premier venu, vous l'avez rappelé, Vincent Descombes, que cette recherche du politique dans le combat contre la tyrannie se met en place. Et même si l'empreinte de René Girard est plus prégnante que celle de Lefort, elle est déjà là. Interrogeant la dimension sociale et politique de la pensée de Baudelaire, Pachet s'intéresse à la société post-révolutionnaire du XIXe siècle, fondée sur le principe de l'égalité, mais où une nouvelle inquiétude surgit, celle de l'indifférenciation. Un nouvel individu surgit qui a la passion de devenir quelqu'un, ou pour parler comme Lefort, qui est mis en demeure de devenir quelqu'un, mais cet individu vit à l'ombre de l'angoisse de tomber dans l'indifférencié. Puisque les places sont devenues accessibles, qu'elles sont perméables, des institutions se mettent en place, concours, élections, tribunaux, pour désigner au sein de la masse indifférenciée les élus et les exclus, à l'instar de ceux du condamné à mort. Mais ces équilibres, du fait même qu'ils sont fondés sur des artifices qui ne font jamais oublier l'égalité, sont précaires. La mise en concurrence des individualités incompatibles fait surgir une sorte de déséquilibre, d'instabilité permanente qui peut toujours basculer dans le désordre et la violence. Or justement, ce qui intéresse Pachet chez Baudelaire, c'est avec la figure du dandy ou du conspirateur, le moment où l'individualité, en proie à la menace d'être engloutie dans l'anonymat de la foule, dans la similitude, dans la tyrannie du conformisme, se réaffirme comme celui qui est séparé, tout en étant, et c'est le point le plus fort de Pachet me semble-t-il, relié aux autres dans cette séparation même. Avoir découvert une conspiration, écrit Baudelaire, cité par Pachet dans des pages auxquelles le complotisme contemporain donne une nouvelle saveur, avoir découvert une conspiration, c'est presque une création. C'est un roman dont je tiens le dénouement. Je dispose de l'Empire, pourquoi sauver l'Empire, pourquoi le détruire, donc pile, donc face, peut-être une comédie. Si le combat du conspirateur, tout intérieur qu'il soit, apparaît comme l'un des lieux stratégiques du politique pour Pachet, c'est qu'elle rend sensible la manière dont une solitude fait sécession, mais non pas au sens de Rousseau qui quitte ses semblables pour rejoindre la nature, mais une sécession devant et en présence des autres, sécession de l'acteur politique, sécession aussi de l'écrivain, par exemple. Le politique pour Pachet, c'est donc l'articulation paradoxale entre la préexistence de ce qu'il appelle le lien interhumain, qui précède toujours l'individu et qui n'est pas toujours un lien physique. C'est, dit-il, l'idée d'un contact possible avec l'autre. Une forme, donc, qui est instituée politiquement. Elle est différente en démocratie, en aristocratie ou sous le despotisme. Une forme du lien interhumain, mais cette forme elle-même ne peut pas faire exister l'individu. Il faut la postulation d'une solitude pour qu'elle existe. Deuxième moment. Le moment qui me semble pertinent de retenir, c'est un peu comme, j'essaie de recomposer comme les étages d'une fusée. Il me semble qu'il y a 3 fusées qui permettent de comprendre au final quelle est la conception que se fait Pachet du politique. Comment il a reformulé la conception du politique dans les pas de Lefort. Ce deuxième moment que je retiendrai, il faudrait bien entendu lier tous ces moments à des événements, aux événements et à l'histoire et à l'actualité qui s'entremêlent, mais là je retiens juste 3 configurations intellectuelles. C'est dans les années 60 les textes réunis autour de 1 à 1, être seul à être soi. S'inspirant de Tocqueville et de Lefort, et de l'idée d'une indétermination radicale du rapport de l'un avec l'autre dans la société démocratique, Pachet mène une exploration qui est d'abord sociologique et anthropologique sur l'individualisme comme forme sociale qui fait tenir les individus dans leur séparation même. Il a d'ailleurs un certain talent, je trouve, pour mettre en lumière les prothèses qui nous permettent, nous, à titre d'individus, d'exister, ces paradis portatifs, ces opérateurs d'intimité, comme il dit, destinés à nous mettre à part, comme l'appartement, au sens propre, la voiture, la cigarette, et même le téléphone portable, dont il anticipe en quelque sorte la vague, en affirmant, alors qu'il existe à peine, qu'il permet de nous relier les uns aux autres dans la grande simultanéité du souci des uns pour les autres. Mais le plus intéressant alors, me semble-t-il, est la manière dont, quittant le regard amusé du sociologue pour l'écoute attentive des écrivains, il explore avec Michaud la minceur et la fatigue, Michaud l'écrivain donc, la minceur et la fatigue de cet individu démocratique. Cette fatigue qui est devenue aujourd'hui avec le burn-out quelque chose d'une sorte d'évidence, mais qu'il est un des premiers à explorer, avant même, je crois, que Alain Ehrenberg lui donne le titre à son livre. Ce qu'il cherche alors, la fatigue d'être soi, ce qu'il cherche alors, et qui est l'une des choses les plus précieuses de son œuvre, me semble-t-il, c'est ce que Michaud appelle l'espace du dedans. Un espace qui est divisé comme un appartement, étagé dans des dénivellations, des mouvements et une forme d'instabilité.
Ce que nous fait découvrir l'indétermination démocratique pour Paché, c'est que l'individu dont on veut faire le terminus ad quo et le terminus ad quem du contrat social n'est en réalité, souligne-t-il, pas une substance. Il n'est rien de substantiel, il n'a pas d'épaisseur et cependant il n'est pas un principe, une idéalité, une abstraction, mais la réalité la plus réelle de l'existence psychique. Puissance de désidentification et de différenciation tout autant que puissance d'identification, vouée à se découvrir traversé par l'autre, dans son irréductibilité même. Il cite ces formules de Michaud assez formidables. « J'ai senti en moi, dit Michaud, des passages de mon père, aussitôt je me cabrai. » L'individu n'est pas le héros de la Renaissance, vous l'avez dit, Vincent Descombes, mais une entité qui, tout en connaissant sa dignité, ses droits, se sait en danger, écrit-il, en danger d'être perdu dans le nombre des autres, de s'y abîmer, et il ajoute, si un regard ne l'en repêche. L'individu, conclut Paché, est l'enjeu d'un combat pour se détacher et pour voir l'autre comme détaché, pour lui faire ce don de le voir comme détaché. Et je renvoie ici au travail extraordinaire, je trouve, mené par Paché dans son travail biographique, qui consiste précisément à faire exister les autres qui l'entourent comme détachés. Enfin, troisième moment de cet espace, de cette construction, de cette élaboration du politique dans les pas de Lefort, c'est le moment, son texte à mon avis, le plus politique et le plus intriguant qu'il a mené, l'enquête qu'il a menée dans L'âme bridée. Je suis, écrit-il, j'y reviens donc, en Chine, j'y suis, parce que je crois que le communisme de la Chine populaire est bien l'aboutissement ou la mise à nu des régimes totalitaires, écrit-il en ouverture. Mise à nu. Voilà un terme, une expression bien baudelairienne. Et de fait, cette enquête se présente comme celle d'un premier venu, qui ne maîtrise pas les codes et la langue chinoise, mais qui assume le droit d'explorer cette société en assumant en même temps le droit de parler à la première personne, aussi bien d'ailleurs qu'à la troisième personne, s'objectivant dans sa propre exploration. Et de mettre à jour, à son tour, dans les pas de Baudelaire en quelque sorte, un complot, une conspiration, c'est son expression. Là où les spécialistes et les commentaires n'ont à l'esprit que la croissance, la modernité ou la puissance chinoise. S'interrogeant sur la dépersonnalisation et la décrépitude de l'idéologie communiste dans la Chine d'aujourd'hui, il montre comment est-ce que la Chine nous confronte à un parti communiste sans communisme et un pouvoir totalitaire sans égocrate, selon la formule de Solzhenitsyn. Paché y voit non pas un amoindrissement du système, c'est là le point, mais comme son épure. C'est la révélation de ce qu'est un tel parti réduit non pas à une apparence, mais à son essence, une organisation dont le but est d'acquérir et de conserver le pouvoir aux mains de ceux qui savent mieux que chacun. J'aimerais le nommer un complot. La nature du pouvoir communiste, le jeu de ses organes visibles et invisibles, ses règles de fonctionnement, encore en partie occultes, n'en font-ils pas l'équivalent d'une conspiration ? Conspiration monstrueuse, précise-t-il, qui installe chacun dans un face-à-face épuisant, et lui-même d'ailleurs dans un face-à-face épuisant entre le parti et son existence, en l'absence de toute loi et de toute expression possible des désaccords. Le conspirateur, au sens de Baudelaire, était ce personnage politique par lequel un individu trouve la force de se manifester devant les autres et de résister à son engloutissement dans la masse des indifférenciés. Paché y voyait une sorte de révélateur de l'articulation qui fait le politique, selon lui, d'un individu qui n'existe qu'en se détachant mentalement dans un face-à-face avec les autres. La conspiration totalitaire contre laquelle Paché livre son dernier combat est tout autre. Loin de faire être le politique, elle en défait les articulations constitutives. L'existence d'un savoir et d'une loi à distance du pouvoir, comme écrivait Lefort, la délimitation d'un espace politique circonscrit à distance d'autres espaces, comme la culture, l'éducation. Ces traits propres au régime totalitaire, Paché les retrouve dans l'univers de la Chine, où ils sont dissimulés, il veut les montrer, les faire exister, et y trouver une vérification de la valeur des thèses de Lefort, auxquelles il adhère véritablement. Mais au-delà de cet effort qui est très précieux, une question originale le mobilise, qui donne son titre à cet essai, la question de l'âme chinoise, de l'emprise que le pouvoir cherche à exercer sur elle et de la résistance qu'elle oppose, ou de la complicité dans laquelle elle risque de se perdre. On peut s'étonner de l'usage d'un terme aussi chargé dans la pensée de Paché. À ma connaissance, la référence à l'âme était restée absente et même étrangère à sa pensée, à son style de pensée. Dans les années 90, il prenait d'ailleurs soin de distinguer expressément que ce qu'il cherchait à explorer autour de l'individu était beaucoup plus mouvant, beaucoup plus instable que ce que les classiques appelaient l'âme. L'individu, écrit-il dans La politique de l'individualisme, c'est en 91,
L'individu n'est pas une âme, puisque l'âme suppose une stabilité, et même l'éternité d'un donné, et même d'un créé, alors que l'individu suppose la variation, les retours sur soi, les rectifications, les égarements, bref, tout un travail de pulsation pris entre l'effort pour coïncider avec soi et celui pour étendre son champ d'existence. Et voilà que soudain, pour mener à bien cette plongée dans les arcanes de la puissance totalitaire chinoise, Paché se met à la recherche de l'âme. Il anticipe d'ailleurs lui-même l'étonnement que peut susciter cette substitution de la question de l'âme à celle de l'individu. « Vous avez consacré tant de recherches au thème de l'individu, l'abandonnez-vous à présent ?» s'objecte-t-il. Je réponds, l'individu n'est autre que le gardien de l'âme. C'est une réponse en forme un petit peu d'évitement, me semble-t-il. Et par ailleurs, cette âme, étrangement, elle a un corps. Et c'est peut-être ce qui me convainc le moins, ce que je goûte le moins dans ce grand livre, c'est les pages qu'il consacre à l'impassibilité tranquille du visage chinois, enclos en lui-même, qui garderait invisibles les plus secrètes émotions de l'âme. Ces passages me semblent assez relever des préjugés assez éculés sur l'inexpressivité asiatique, sans évoquer sa proposition encore plus fantasque, selon laquelle le voyageur qui veut découvrir l'Inde doit vivre ou imaginer une liaison avec une chinoise pour accéder à l'âme de son peuple. Je lui laisse la responsabilité de ce genre de propos. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Qu'est-ce que l'âme pour Paché ? À quelle nécessité l'usage pressant et répété de ce terme répond dans l'avancée de sa réflexion politique ? Par un étrange retournement, l'espace intérieur que Paché explorait comme ce qui, dans sa fragilité même, constituait la force de l'individu, reçoit là le nom maintenant d'âme. Renouant par-dessus les épaules de Lefort avec le Platon de la République, qui cherchait dans la structuration tripartite de l'âme humaine la voie d'accès à la politeia, Paché se met en quête de l'âme comme ce qui est menacé, interdit et mis en jeu dans un régime totalitaire. Que devient l'âme sous un tel régime ? Oui, je termine. À le lire, ce n'est pas une question théorique. Il est allé en Chine pour explorer la manière dont sa propre âme, son corps et son esprit étaient brimés par la manière dont les communications étaient surveillées, la réalité sociale ne pouvait pas exister. Quand la politique est détruite au dehors, quand le parti ou l'organisation s'approprie tout le champ de la politique au nom d'une interprétation qui se veut définitive de l'ordre des choses, c'est, laisse penser Paché, dans l'espace de l'âme que le combat pour la liberté se joue. Entendons bien, le politique ne reflue pas dans l'individu, c'est tout le contraire qu'il montre. Il dépend, au contraire, montre-t-il très très bien, des luttes incessantes que les individus, de leur courage, du courage qu'ils ont de faire valoir leurs droits et de se lier dans ce combat. Mais c'est là, dans le fort intérieur que chacun doit décider précisément s'il sera agent ou complice du pouvoir, s'il acceptera de s'en remettre au gouvernement et de ne se soucier que de ses affaires personnelles, ou s'il décidera d'agir et de compromettre sa sécurité. Comme si le politique, déterminé comme le rapport qu'une société entretient avec le lieu du pouvoir, ça c'est du Lefort, se transposait, ça c'est du Paché, dans l'âme de chacun, dans cet espace du dedans dont parlait Michaud. En démocratie, le pouvoir est cette instance symbolique distincte du savoir de la loi et qui permet à une société, dans la distance qu'elle entretient avec elle, de se rendre lisible ses propres articulations, ses divisions, ses sphères d'activité, de connaissance et d'existence. Quand une organisation s'approprie le pouvoir et englobe tout l'espace social, c'est au sein de chacun que cet espace politique trouve refuge, laisse entendre Paché. Et le combat intérieur, le duel au sens quasi baudelairien que chacun doit mener contre cette domination de l'intérieur, pour parler comme Hannah Arendt, engage beaucoup plus que le sort de chacun. C'est quelque chose d'informulable, pour reprendre un terme que Paché utilise à propos de Lefort. Il met en jeu non seulement la liberté de tous, mais la possibilité d'un monde. Qu'est-ce que l'âme au sens politique du terme ? Et je laisse Paché conclure par des termes très énigmatiques, mais qui touchent juste, me semble-t-il. L'âme, au sens où je l'entends, n'est pas universelle, écrit Paché. Quoique répartie entre les peuples, elle n'est pas non plus nationale ni éthique. Serait-elle individuelle ? J'en doute aussi. Mais je sens combien chaque individu doit veiller à la qualité de la part de l'âme, une âme du monde peut-être, qui lui est dévolue pour lui-même et pour tous. Merci de votre attention.